Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans les chroniques sport et géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 3 plus grands boycotts sportifs de l'histoire du sport aux Jeux Olympiques de 1976, 1980 et 1984. Un moment charnière dans l'histoire géopolitique du sport. Les années 70 et 80 sont marquées par une série de 3 boycotts majeurs lors des JO d'été de 1976, 1980 et 1984. Le premier de ces boycotts historiques a lieu durant les Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Cette fois, c'est le rugby qui devient le point de discorde. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, 22 nations africaines décident de quitter les Jeux, exprimant leur mécontentement envers le Comité international olympique, le CIO, pour avoir autorisé la participation de la Nouvelle-Zélande. En effet, l'équipe de rugby néo-zélandaise avait effectué une tournée en Afrique du Sud quelques mois plus tôt, ce qui était perçu comme une légitimation de l'apartheid en Afrique du Sud. Le CIO est surpris par cette décision, car l'Afrique du Sud avait été exclue des Jeux Olympiques depuis 1964, et le rugby n'était pas une discipline olympique. Cependant, cette protestation inattendue souligne l'influence grandissante des nations africaines sur les questions politico-sportives du CIO. De plus, cette situation met également en lumière la problématique des Jeux paralympiques. En effet, l'équipe sud-africaine y participe sans justification apparente du CIO. Malgré le boycott de certains pays, tels que le Soudan, le Kenya, la Yougoslavie, Cuba, la Jamaïque, l'Inde, la Hongrie et la Pologne, les organisateurs maintiennent la présence de l'équipe sud-africaine. Toutefois, face à la contestation et au risque de boycott, le CIO finit par corriger cette anomalie lors de l'édition paralympique suivante, en excluant finalement l'équipe sud-africaine jusqu'en 1992. Nelson Mandela, qui avait reconnu l'importance du sport pendant ces années de lutte et de détention, fera du sport un pilier de la réconciliation entre les communautés noires et blanches, une fois libérées le 11 février 1990. Il souligne notamment que le sport a le pouvoir de changer le monde, et, je cite, « Il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières raciales. Le sport se joue de tous les types de discrimination. » Fin de la citation. Les années 1980, quant à elles, sont marquées par 2 des plus importants boycotts de l'histoire olympique. À l'initiative des États-Unis et dans le contexte de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, environ 50 pays appellent au boycott des Jeux Olympiques d'été de Moscou en 1980. Traditionnellement, on analyse ces Jeux comme un exemple supplémentaire de la confrontation entre les 2 superpuissances au cœur de la guerre froide. Cependant, la réalité diplomatique de l'événement est bien plus complexe et révèle l'émergence d'une nouvelle géopolitique déjà multipolaire et fragmentée. Parmi les partisans du boycott, on trouve 29 pays musulmans, non occidentaux, qui considèrent l'invasion de l'Afghanistan comme une agression contre l'islam. Le continent africain, lui, en revanche, est pratiquement divisé en 2 camps. 15 nations africaines choisissent de boycotter intégralement les Jeux, tandis que 21 y participent. Cette dichotomie n'est pas uniquement religieuse. Plusieurs nations musulmanes participent à l'événement en raison d'alliances préexistantes avec l'URSS depuis les années 60 et le processus de décolonisation accéléré. On peut penser notamment à l'Algérie ou la Libye. Pour l'Union soviétique, utiliser le sport en Afrique pour construire des liens durables avec les pays du tiers-monde nouvellement indépendants est une priorité. D'autre part, certains alliés historiques des États-Unis, tels que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne de l'Ouest, boycottent l'événement, tandis que d'autres refusent de suivre la diplomatie américaine. Ils insistent sur leurs différences, à l'image notamment de la France, la Grande-Bretagne et de l'Italie. Cependant, ils n'entendent pas participer passivement. Ils choisissent de suivre la 3e voie proposée par le CIO et acceptée par Léonid Brejnev, le dirigeant soviétique de l'époque, celle de concourir sous les symboles olympiques, hymne et drapeau. Par exemple, la France n'hésite pas à pratiquer la politique de la chaise vide en n'envoyant aucun représentant officiel à la cérémonie d'ouverture. Cette démarche vise à soutenir les États-Unis tout en maintenant un dialogue avec l'URSS. Cette approche est désignée sous le nom de stratégie de la neutralisation. En conséquence, l'Europe se retrouve divisée en 3 groupes. 16 pays participent normalement, 13 concourent sous les symboles olympiques et 4 boycottent totalement les Jeux.
Ainsi, au début des années 80, l'Europe est fragmentée en trois, l'Afrique en deux, et le monde musulman se montre presque unifié contre l'invasion de l'Afghanistan. Ce paysage sportif fragmenté illustre les mutations d'un monde bipolaire en voie de transformation. Seules 80 nations acceptent finalement de participer aux Jeux de Moscou, marquant le nombre le plus bas depuis les Jeux de Melbourne en 1956. 4 ans plus tard, en 1984, l'URSS prévoit d'utiliser les Jeux Olympiques de Los Angeles aux États-Unis comme une tribune politique pour prouver la supériorité du modèle communiste sur le modèle capitaliste. Cependant, dans un contexte de tension accrue, due à ce qu'on appelle la guerre fraîche, les États-Unis ripostent et prennent position. Ils refusent les vols charters directs prévus par l'Union soviétique pour transférer ces athlètes à Los Angeles. De plus, ils exigent des informations détaillées sur tous les participants soviétiques, avec le droit de se réserver justement le refus de leur entrée sur le territoire américain. En mars 1983, Ronald Reagan, président américain, qualifie l'URSS d'empire du mal. Par la suite, le 1er septembre de la même année, le vol 007 de la Korean Airlines nord-coréenne pénètre illégalement dans l'espace aérien soviétique et est immédiatement abattu par la défense aérienne de l'URSS, ne faisant aucun survivant parmi les 269 passagers. Les Américains et les Soviétiques se rejettent mutuellement la faute, intensifiant la rhétorique belliqueuse. Inquiets, les dirigeants soviétiques demandent des garanties écrites concernant la sécurité de leurs athlètes à Los Angeles. Mais Ronald Reagan refuse. Le 8 mai 1984, soit 2 mois avant le début des JO, Konstantin Tchernenko, le président soviétique, annonce le boycott des Jeux. Officiellement, la résolution du Politburo affirme que l'administration américaine utilise les Jeux à des fins politiques et que la participation des athlètes soviétiques aux Jeux Olympiques de Los Angeles est inappropriée en raison de la violation flagrante de la charte olympique par les États-Unis, du manque de mesures de sécurité adéquates pour la délégation de l'URSS et de la campagne anti-soviétique menée aux États-Unis. La presse occidentale interprète ce boycott comme un camouflet infligé à Konstantin Tchernenko et une réponse au boycott des Jeux de Moscou. Le Nouvel Observateur, par exemple, estime que Moscou a peur et que le refus de participer à Los Angeles traduit l'indignation offensée d'une superpuissance qui se sent affaiblie, contestée dans son statut et qui éprouve un manque de confiance évident, non seulement dans ses athlètes, mais aussi en elle-même. Fermez les guillemets. Aux États-Unis, The Detroit News estime que le boycott n'est pas une catastrophe et voit en lui un signe positif, espérant qu'il finira par convaincre les dirigeants de ne pas utiliser les Jeux comme un instrument politique. Au total, seules 14 nations se rangent derrière la position de l'URSS. L'Albanie, l'Iran et la Libye, pour des raisons différentes, choisissent également de boycotter l'événement. En revanche, 10 pays non alignés refusent de suivre l'URSS et participent aux Jeux américains. Le Bénin, la Chine, le Congo, Madagascar, le Mozambique, la Roumanie, les Seychelles, la Somalie et la Yougoslavie. Ainsi, le fossé se creuse entre Moscou et les pays non alignés. Et évidemment, ça ouvre la voie à la chute de l'Union soviétique qui interviendra quelques années plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode et à bientôt pour d'autres chroniques sport et géopolitique.